Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Scratch V8. Dans cette vidéo, nous allons jeter un coup d'œil à quelques différences et similarités qui existent entre Resolve et Scratch. En fait, pour être honnête, cette vidéo est destinée principalement aux habitués de Resolve qui souhaiteraient regarder Scratch de plus près. Avant de continuer, je vous invite à visionner le tutoriel Scratch 101 Getting Started pour comprendre les bases de Scratch, c'est très important. Le but aujourd'hui, c'est de vous faire toucher du doigt plusieurs fonctions et ainsi vous aider à vous familiariser avec la logique de Scratch, surtout si vous êtes habitué à Resolve. Pour commencer, nous allons aborder quelques différences de philosophie au niveau du logiciel. Ensuite, nous aborderons ces différences au niveau des tâches pratiques, telles que le primary layer, les layers additionnels et les contrôles, comment créer un canevas et l'animer ou le traquer, comment utiliser le keyer de Scratch, l'utilisation des versions et de la galerie, comment compositer deux plans et utiliser des masques externes, et enfin comment créer un nœud de sortie et exporter votre travail. D'abord, il faut comprendre l'organisation des modules dans Scratch. Là où Resolve est bâti comme une suite d'étapes séquentielles, typiques d'un job de post-production, Scratch lui fait une claire distinction entre le data management et les outils créatifs. D'un côté, on a le construct qui est conçu pour gérer tous les médias. C'est là que vous chargez les plans, c'est là que vous les conformez et construisez votre pipeline de sortie. De l'autre côté, vous avez le player qui regroupe l'intégralité des outils créatifs nécessaires à votre timeline, c'est-à-dire la création des looks, l'étalonnage et le compositing. Il y a également dans Scratch un concept important qui est ce que nous appelons image-centric, ce qui signifie que l'image est toujours la priorité et de ce fait occupe donc la plus grande partie de l'écran par rapport au menu de contrôle. De la même façon, l'interface de Scratch est optimisée pour les drag and drop au détriment des clics droits, ce qui la rend plus facile, il faut dire, et plus rapide à utiliser avec les tablettes de type Wacom. Évidemment, Scratch supporte la plupart des consoles d'étalonnage et fournit les mappings nécessaires qui sont également complètement personnalisables. Mais revenons à notre schéma. Scratch a donc pour base deux environnements, le construct et le player. En entrant dans un projet, vous vous retrouvez automatiquement dans le construct. Le player, lui, vous ouvre la porte de trois menus. Le player à proprement parler, qui vous permet de jouer vos médias et éventuellement sortir sur bande. Edit, qui est l'interface de montage multipiste qui vous permet également de synchroniser l'audio. Et enfin Matrix, qui est l'endroit où vous allez aussi bien étalonner que compositer vos plans. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est là que nous allons passer la plus grande partie de notre temps. Alors, les primaires et les layers secondaires et leur contrôle, leur manipulation dans Scratch. Ok, ici j'ai préparé un construct avec quelques plans dont je lance la lecture. Je fais un clic droit, c'est sans doute d'ailleurs le seul endroit où il y en a un, et je sélectionne Matrix. Si vous voulez vraiment éviter les clics droits, vous pouvez utiliser les touches F de votre clavier, telles que F2, F3, F4, etc. Dans mon player, je peux swiper vers la gauche, ou la droite, ou encore vers le haut, pour faire apparaître des fonctions additionnelles telles que les versions, layers, ou encore les outils de statistiques, histogramme, waveform, vectorscope et courbe de couleur. Là où dans Resolve, vous êtes habitué à gérer des nœuds sous forme d'interface procédurale, dans Scratch, vous allez gérer des layers qui peuvent être aisément mis on ou off, ou dont l'ordre peut être facilement modifié. Tout comme un nœud de Resolve, un layer de Scratch, c'est-à-dire un calque, peut contenir l'un ou plusieurs des outils disponibles ici, comme des ajustements de couleurs, des quilleurs, des courbes, des canevas et des masques. Attention, Scratch Lab ne possède pas de layer, mais uniquement la couche d'étalonnage primaire, tandis que Scratch Finish, que nous utilisons aujourd'hui, a l'intégralité des options. Par défaut, si vous n'ajoutez pas de layer, vous travaillerez sur le layer des primaires comme le Scratch Lab. Sur un plan brut non étalonné, le layer primaire est caché. C'est normal simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'afficher une primaire en tant que layer. Par contre, si vous ajoutez des layers à votre étalonnage, alors la couche primaire est affichée en tant que layer elle aussi. À ce propos, notez que l'ordre des layers va du haut vers le bas. Alors, créons un look verdâtre sur notre primaire,
et ajoutons du rouge sur le calque suivant, sur le layer suivant. Tous mes layers, à part celui des primaires, possèdent un mode récursif. Activés, les layers réagissent de manière attendue, c'est-à-dire qu'ils prennent les layers précédents comme source, de façon très logique. Néanmoins, en cliquant sur le R de récursif, nous supprimons la récursivité des layers et il prendra donc comme source la couche des primaires, sans tenir compte des layers intermédiaires. Pour info, vous pouvez aussi rapidement dupliquer des layers en utilisant la touche Alt et en les déplaçant. Dans le même ordre, vous pouvez également créer des groupes de layers. On verra ça tout à l'heure. Si vous sélectionnez un layer et cliquez le bouton Reset à droite, vous resettez ce layer. Si vous faites la même chose avec le layer primaire sélectionné, alors vous resettez l'intégralité de l'étalonnage, y compris les layers. Maintenant, jetons un œil aux outils de contrôle disponibles dans Matrix. Dans Resolve, modifier les valeurs numériques se fait en cliquant puis en glissant vers la droite ou la gauche. Ça fonctionne bien, mais évidemment, ça reste limité à l'espace disponible sur l'interface. Si le curseur atteint le bord de l'écran, il faut revenir sur le contrôle et repartir. La manière la plus rapide de faire la même chose dans Scratch est de cliquer puis d'effectuer des cercles pour incrémenter ou réduire la valeur. Pour affiner la sensibilité, vous pouvez utiliser la touche Shift en parallèle. Vous pouvez aussi cliquer et modifier la valeur dans la calculette qui supporte aussi les opérations. Autant Resolve est pratique à piloter avec une souris, autant Scratch est plus confortable, à mon avis, avec une tablette et un stylet. Pour ceux qui n'ont pas de console disponible, nous avons ajouté quelques astuces dans le menu couleurs. Vous pouvez évidemment ajuster les valeurs de lift, gamma et gain directement sur l'interface de la même manière que vous le feriez dans Resolve, mais honnêtement, ça va être très vite énervant. Donc si vous n'avez pas de console d'étalonnage, vous irez plus vite si vous utilisez les touches J, K et L de votre clavier pour activer l'un ou l'autre de ces outils et glisser votre curseur en travers de l'image. C'est bien plus efficace, notamment avec les tablettes et stylets. Alors, comment créer un layer, l'animer ou éventuellement utiliser le tracker? Alors on démarre ici avec un nouveau plan. Je crée un layer avec une forme de type Amalvé, freehand, dans le menu Canvas. Le Canvas, c'est la géométrie de mon layer. Je peux choisir des formes primitives ou bien une forme libre, mais aussi, et c'est intéressant, une forme bicubique pour par exemple warper mon image en temps réel. Pour l'instant, je garde ma forme libre. Une fois fermé, j'ajuste sa softness et j'ajoute un peu de lumière, voilà. Comme vous le voyez, l'ajustement que je viens de faire est limité à l'intérieur de la forme. Mais nous pouvons aussi inverser cette forme et par conséquent avoir l'ajustement appliqué à l'extérieur de celle-ci. Si je navigue dans mon clip, je vois que le contenu bouge. Il nous faut donc déplacer notre canevas de la même façon. Nous pouvons donc ajouter des points clés à l'aide de ce petit menu en bas à droite. En mode manuel, nous pouvons créer des nouveaux points clés en utilisant Set Keyframe, ou plus simplement avoir ces clés créées automatiquement en choisissant le mode Auto. Si j'avance et replace ma forme à la bonne position, vous pouvez voir que dans la mini timeline, Scratch a créé une clé pour nous et au final nous aurons une courbe d'animation. À propos de courbe, Scratch est un éditeur intéressant que vous pouvez invoquer à l'aide du bouton Animate. Plus efficacement, vous pouvez glisser depuis le bouton Animate
vers le paramètre que vous souhaitez éditer et Scratch affichera directement la courbe concernée, et dans le cas présent, l'animation de l'axe X. À gauche, il est toujours possible d'afficher les autres courbes qui nous intéressent, comme l'axe Y. Ici, il nous est possible de modifier indépendamment ou conjointement les points clés en maintenant la couche CTRL et en traçant un rectangle de sélection pour les manipuler. Si je ne veux affecter que l'axe des X, je désactive celui des Y à gauche. À droite, j'ai à ma disposition les outils pour ajouter ou effacer des clés de mon animation. À ce propos, j'attire votre attention sur le mode global, qui affiche des barres sur l'abscisse et l'ordonnée de l'éditeur. Utiliser ces barres permet de très facilement déplacer, compresser ou étendre l'ensemble de l'animation. Tout cela est bien joli, mais le plus simple dans le cas présent serait quand même de simplement traquer notre layer, ce qui me paraît plus évident. Donc, on va resetter ce qu'on vient de faire, et on va aller dans le menu Track. Dans Resolve, il n'y a qu'un tracker, qui est très bon d'ailleurs, le tracker 3D. Scratch vous propose de choisir entre plusieurs choix, du plus rapide au plus précis. Vous avez 1 point, 2 points, et le Shape Tracker, qui est plus proche du tracker 3D de Resolve. Pour notre exemple, je vais prendre 2 points, ça me paraît suffisant. Je place juste mes 2 points et je vois déjà un pré-track des 10 prochaines images. Voilà. Ensuite, je sélectionne les transformations que je veux voir appliquées à ma forme. Et ici, je désactive le scaling, le changement d'échelle, parce que je souhaite maintenir la taille de ma forme. Comme dans Resolve, je clique la direction dans laquelle je veux avancer pour mon tracé. Je clique de nouveau pour interrompre la création des clés. Et encore une fois en validant pour sortir du menu du tracker. Maintenant, nous regardons de plus près nos courbes X et Y. À la différence de Resolve, le tracé créé dans Scratch peut être modifié à tout moment sans ajout de nouveaux points clés. Je vois aussi que mon layer est bien animé, mais un peu décalé. Pour corriger ça, je pourrais utiliser le mode global, décrit tout à l'heure, pour aligner mes courbes X et Y. Mais il existe aussi une astuce plus pratique. Dans le menu Canvas, je vais simplement attraper mon layer, le positionner correctement, et tout en bas à droite, je vais m'assurer que All, toutes les clés, est sélectionné, et je vais cliquer sur Trim Keys, et Scratch va offsetter automatiquement l'intégralité de mes courbes d'animation. Bien sûr, je peux toujours revenir éditer les points clés individuellement dans le menu Animation. Comment faire une incrustation et comment utiliser le keyer dans Scratch? Ok, commençons par créer un layer et passons au menu Qualifier. Qualifiers sont les keyers dans Scratch. En premier, je choisis le type de keyer. Donc Scratch m'offre suffisamment de choix à ce niveau pour parer à toutes les situations. Je ne vous décrirai pas tous les types de keys. On va utiliser le key HSV, qui est d'ailleurs identique au HLS de Resolve. En deuxième, je choisis ma source de key. Alors, elle peut être l'image originale, mais aussi le layer des primaires ou encore l'image récursive que je vois à l'écran. Ça, c'est très important. Et tout de suite, Scratch me montre un premier résultat, mais je peux, si je le souhaite, préférer un affichage noir et blanc du masque obtenu, comme ça. Pour affiner mon key, je vais utiliser les outils disponibles ici. Et comme dans Resolve, je peux, si je le souhaite, entrer les valeurs numériquement. Néanmoins, je préfère la méthode plus intuitive, qui consiste à ajuster les sliders disponibles pour les différentes valeurs. Une fois satisfait, je vais pouvoir encore affiner en restreignant, en élargissant, encore en diffusant la découpe obtenue. Voilà. Maintenant, ajoutons un peu de couleur. En parlant de masque ou de découpe, juste comme dans Resolve, ici vous allez trouver toutes sortes de courbes d'ajustement. Luminance pour chaque canal, teinte, saturation, teinte, etc., etc. Mais également une couche pour le canal alpha, ce qui est bien pratique pour un ajustement plus fin.
Évidemment, je pourrais également maintenant modifier la géométrie de ma forme sans toucher aux valeurs de key que j'ai établies. Alors, comment utiliser les versions et les galeries dans Scratch? Alors maintenant, on va regarder un peu les versions et les galeries donc. Ces deux options existent en fait dans Scratch et Resolve, mais de manière un peu différente. Dans Resolve, les différentes versions d'un étalonnage peuvent être sélectionnées par un clic droit sur une vignette de la timeline. Okay. Scratch a une approche plus visuelle des versions. Au lieu d'un clic droit, on fait un swipe vers la droite pour faire apparaître un volet spécifique. On va faire un essai. Je rends ce plan tout bleu. Et j'appuie sur Add version à droite. Je continue à modifier les couleurs, par exemple en ajoutant du contraste. Et j'ajoute une nouvelle version, et ainsi de suite. Je peux aussi resetter cet étalonnage et recommencer. Avec un peu plus de rouge, et je garde en visuel les versions illimitées que j'ai additionnées. Alors attention néanmoins, pour des raisons de performance, seule la couche des primaires est affichée dans ces vignettes. L'intérêt, c'est évidemment qu'en cours de session, je peux basculer d'une version à l'autre, même si le plan est en train de jouer. En fait, dans la plupart des cas, Scratch vous permet de travailler sur une image en mouvement. Point important, c'est toujours la version du bas qui est considérée comme celle de la timeline. Donc si vous voulez que la version bleue soit celle qui sera processée, vous devez la descendre au rez-de-chaussée, soit dans le volet des versions, soit dans mon construct, puisqu'il maintient les versions de chaque plan. OK? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux stocker et rappeler mes valeurs d'étalonnage? Alors, dans Resolve, j'utiliserai des styles et des power grades pour les stocker, et ensuite, j'utiliserai un clic droit, suivi de Apply ou Append Grade, pour les appliquer. Dans Scratch, on suit la même logique. Par exemple, si je veux sauvegarder cet étalonnage avec tous ces layers, je clique sur le bouton Trait. Ici, j'ai deux onglets, Project et Galerie. Les valeurs d'étal stockées dans Project sont en fait des références de plans, images fixes ou plans entiers. Elles ne seront donc accessibles que dans ce même projet. Par contre, si je les stocke dans Galleries, alors elles feront partie de mes références et préférences utilisateurs et seront donc disponibles dans tous mes projets. De cette manière, je pourrais même les synchroniser avec ma galerie en ligne dans mon compte MyAssimilate. Que ce soit dans l'un ou l'autre onglet, je peux aussi créer des sous-dossiers pour gérer plus facilement mes valeurs et mes étalonnages. Donc pour ajouter une nouvelle valeur au plan en cours, j'utilise le bouton Add. Nous sommes donc en effet assez proche de Resolve ici. Par ailleurs, je peux également stocker les valeurs par drag and drop depuis le construct vers le trait. Maintenant, pour rappeler une valeur, passons au plan suivant. Avant d'appliquer une valeur à ce plan, j'aimerais d'abord savoir ce que ça pourrait donner, à quoi est-ce que ça va ressembler. Pour ça, j'ai le bouton Preview ici. Et je vais pouvoir passer en revue les différentes valeurs avant de décider laquelle est la plus appropriée pour mon plan. Une fois que j'ai fait mon choix, je désactive le Preview et j'utilise Apply. Plus intéressant encore, en cliquant Apply+, je peux sélectionner précisément quels éléments d'une valeur je souhaite appliquer. Aussi, si je coche Add Layers, Scratch ne remplacera pas les valeurs existantes par les nouvelles, mais additionnera les valeurs courantes, tout comme le mode Append de Resolve. Il y a encore une autre manière pour appliquer les valeurs les plus souvent utilisées. Pour ça, j'ai également à ma disposition une banque de 8 mémoires, bien évidemment accessible depuis les surfaces de contrôle. Je peux remplir les godets de mes mémoires par drag et drop depuis ma galerie, ou bien utiliser le Shift-Click sur n'importe lequel pour y stocker la valeur courante. Et pour rappeler une de mes valeurs en mémoire, j'ai juste à cliquer dessus en mode Preview ou pas. Notez que les mémoires sont aussi astreintes au choix effectué dans le menu Apply. Ça veut dire que si j'ai l'option Add Layers cochée dans le menu Apply+, Scratch va toujours additionner les valeurs en mémoire aux éventuelles valeurs présentes sur les plans. Idem pour les autres options. Par exemple,
Si je ne veux pas appliquer le framing, je le désélectionne, et lorsque j'applique mon étalonnage, le framing n'en fait pas partie. Alors, maintenant on va faire un petit peu de compositing. Alors, on va faire un compositing avec deux plans à superposer, en l'occurrence un fond vert. Alors dans Resolve, je devrais créer une deuxième piste vidéo pour y placer le clip avant de l'incruster. Cette méthode est applicable dans Scratch en utilisant le menu Edit et en procédant de la même façon. Néanmoins, il y a une méthode un peu plus visuelle et élégante d'arriver au même résultat. Avant de vous la montrer, laissez-moi vous parler du staging. Alors, le staging est en fait un espace de stockage pour chaque élément constituant un plan. L'idée est d'y stocker librement tous les éléments nécessaires à notre incruste. Alors je pourrais évidemment mettre tous mes éléments directement dans mon construct, comme là, et ça marcherait aussi bien. Mais dans ce cas, je commencerai par avoir un mélange de versions et d'éléments dans mes slots, et mes éléments apparaîtraient alors comme des plans, et c'est pas forcément ce que je veux. Donc, je les mets dans le staging, et de cette manière, ils restent attachés à mon plan sans encombrer mon construct. De plus, si je prends mon plan et si je l'emmène dans un autre construct, tout son staging suivra, c'est-à-dire qu'il aura toujours ces éléments de composite avec lui. Ok. Maintenant, entrons dans Matrix. Ici, j'ai mon plan de base, de fond, et je dois donc y ajouter des éléments. Alors, où ils sont? Eh bien, ils sont dans mon staging, et je peux y accéder, comme pour les versions avec un swipe vers la droite, mais ce coup-ci en sélectionnant l'onglet Staging. Dans Scratch, chaque layer a comme texture le plan sur lequel il est appliqué, par défaut. Je peux changer ça en allant dans le menu de texture du layer en question, qui me permet de modifier aussi bien sa texture que son masque, ou les deux. Du coup, je peux utiliser la fonction Fetch et aller chercher un plan n'importe où dans mes constructs et l'utiliser comme texture en le posant dans la boîte Front. Mais comme nous avons justement nos éléments accessibles ici à droite, je peux simplement faire un drag and drop de mon élément vers la boîte de texture. Si j'active et si je désactive mon layer, je vois bien que nous avons maintenant affaire à deux couches superposées. Maintenant, je vais dans Qualifier, où on était tout à l'heure, et où se trouvent mes outils d'incrustation, de keyer, dont ce coup-ci le chroma key. Et hop, voilà un premier key, et voilà. Bon, bien sûr, je pourrais maintenant optimiser le masque, comme vu précédemment, et étalonner cette image, mais là, ce n'est pas important pour cette présentation. Allons sur notre plan, dans lequel nous allons devoir intégrer la fumée d'une cheminée. Et ici aussi, nous avons rangé les éléments dans le staging. Alors, dans le cas présent, on n'a pas besoin d'un keyer pour la fumée, parce que le département graphique m'a fourni une découpe parfaite. D'accord? Ils m'ont fourni l'alpha. Donc je commence par ajouter mon remplissage, ce coup-ci juste par un drag et drop vers l'image, en prenant bien soin que l'option Drop Texture soit activée dans mes petits settings. De cette manière, Scratch crée un layer avec cette image en texture automatiquement. Maintenant, il me reste qu'à ajouter mon masque extérieur. Dans Resolve, je le marquerai comme Matte Clip dans le Media Panel, et ensuite je l'ajouterai à mon arborescence avec un clic droit. Dans Scratch, c'est similaire, dans le sens où nous appliquons une image à un layer. Donc pour ajouter mon alpha, je fais juste un nouveau drag and drop, mais vers la boîte Matte. Il ne me reste plus qu'à sélectionner le canal d'extraction que je souhaite utiliser, et c'est fait. Alors, pour info, d'autres outils sont disponibles pour manipuler ces masques, comme les déformations ou encore le blur directionnel. Maintenant, pour finaliser notre compositing, on va ajuster les dimensions de notre élément de fumée et la positionner. Idéalement, il faudrait un léger dégradé en bas de la fumée pour que ce soit plus réaliste, donc on va le faire. Pour ça, je vais créer un nouveau layer, donc je trace une forme libre. Un peu de softness, et je vais le mettre en mode non récursif pour en faire une découpe dans l'image. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir la fumée dedans, je veux qu'il me serve de découpe,
et qui restitue en fait la couche des primaires. Voilà. Alors maintenant, en me déplaçant dans ma timeline, il est évident que je vais devoir traquer mes éléments. Donc je pourrais les traquer l'un après l'autre, mais on va essayer d'être plus malin. Je vais simplement utiliser la touche CTRL et sélectionner mes 2 layers dans ma liste des layers. Et je vais cliquer sur le bouton groupe en bas de la liste. Comme ça, au lieu de devoir traquer 2 fois, je vais pouvoir me contenter de ne traquer que le groupe que je viens d'obtenir. J'entre donc dans le menu Track. Je sélectionne ce coup-ci le track 1 point, ça me suffit. Je le positionne au sommet de la cheminée et c'est parti, on traque vers l'avant. Hop, on retourne en arrière pour finir le tracé et on traque en marche arrière. Alors en retournant dans le menu Canvas, maintenant je peux décaler ma fumée et si nécessaire utiliser le fameux Trim Key comme on l'avait fait tout à l'heure et valider. Et maintenant on va pouvoir s'occuper de la colorimétrie de notre fumée. On va afficher l'histogramme pour voir un petit peu ce qu'on fait et on va commencer par un look bleuté. Alors comme vous pouvez le voir, ici je travaille avec des fichiers RED natifs 4K. On a l'histogramme affiché et je travaille mon étalonnage en temps réel pendant que mon clip joue. Alors pour information, là je suis sur un MacBook Pro qui donc s'occupe de décoder le RED 4K, appliquer l'étalonnage et afficher les outils de statistiques sur un GPU de laptop. Et voilà. Alors, maintenant comment créer un nœud de sortie et calculer nos exports. Ok. Imaginons que nous sommes au bout de notre session de travail et désirons maintenant en exporter le résultat. Comme je vous l'ai dit au début de ce tutoriel, le construct est l'endroit où se gèrent toutes les tâches non créatives. Par conséquent, on va retourner dans le construct. Dans Resolve, je sélectionnerai la timeline que je souhaite processer en utilisant le menu Deliver. Ok. J'y ajouterai les paramètres, je les ajusterai et j'ajouterai ma timeline à la liste d'export. Dans Scratch, l'équivalent c'est le bouton Output qui se trouve dans le construct. Dans le menu Output, en fait, dans cet espace, c'est là que nous allons trouver la structure des sorties de notre construct. Pour l'instant, il n'y figure que le nœud de sortie principal qui, d'ailleurs, définit les propriétés de notre timeline en termes de résolution, aspect ratio et cadence. Alors, j'ai préparé et sauvegardé une grille de sortie, enfin une template, que je vais maintenant charger. À ce niveau-là, puisque vous êtes familier avec l'interface procédurale de Resolve, ça devrait être assez simple à comprendre. Toute notre timeline va passer à travers ces nœuds, et chaque nœud de sortie est différent des autres. Celui-ci est un export HD en DPX, tandis que celui-ci est un export H264 en qualité preview dans une résolution réduite. Ici, nous en avons un qui génère un burn-in, puis exporte le résultat en MXF, DNxHD pour un Media Composer et ainsi de suite. Alors je peux à tout moment ajouter des nœuds, les renommer si besoin, en supprimer, etc. Ce qui est important, c'est que, comme dans un système gigogne, il est possible d'entrer dans le player, et ses outils créatifs donc, avec n'importe lequel de ces nœuds, et d'appliquer n'importe quelle modification d'étalonnage ou autre, mais ce coup-ci pour l'intégralité de la timeline. Ça, c'est très important. Quoi qu'il en soit, imaginons pour l'instant que je veuille processer la sortie H264. Je sélectionne le nœud correspondant, je clique ici pour déterminer le nom du fichier généré. À la différence de Resolve, le nommage des fichiers peut se faire ici à l'aide d'une série d'items correspondant aux métadonnées. Par défaut, le nom attribué est celui du nœud de sortie. Mais dans la mesure où H264 Output n'est pas vraiment le nom que je souhaite donner au fichier, je peux simplement l'effacer et le remplacer par un nouveau, par exemple le nom du construct, suivi d'une autre métadonnée, voire lui donner un nom particulier, ou encore une combinaison des deux. Pour l'instant, on va se contenter d'ajouter un suffixe après un underscore, et on va faire OK. Ensuite, on va rajouter ce nœud de sortie à notre liste d'export en cliquant sur Add to Queue. Alors maintenant, on va jeter un coup d'œil à notre export MXF. Alors dans la mesure où cet export est destiné au montage offline sur Media Composer, je dois spécifier à Scratch que je désire un DNxHD par plan plutôt qu'une seule longue séquence. Ok? Logique. Dans Resolve, on le fait en cochant une option pour lui dire d'exporter par clip. Ok? Dans Scratch, cette option sera en fait déterminée
par la façon de nommer l'export à l'aide des items. Je peux juste utiliser par exemple le source file name, sfile. Ça me permettra d'avoir un nom différent à chaque plan. Donc Scratch devra donc processer les DNX sous forme de fichiers séparés pour respecter le nom de chaque plan. Et comme déjà indiqué, libre à vous de constituer des conventions de nommage plus complexes. Vous pouvez également sauvegarder ces conventions en tant que preset réutilisable, puis cliquer sur OK pour revenir à l'arborescence des sorties. Alors on ajoute notre nœud MXF à la liste d'export. Hop là. Maintenant il ne nous reste qu'à rentrer dans la process queue et utiliser le bouton Start, comme vous le feriez dans Resolve. À partir de là, Scratch commence à processer ses exports en tâche de fond, ce qui me permet de retourner à mon construct, puis passer à un autre construct et ainsi de suite, et continuer à travailler tranquillement pendant qu'il calcule en tâche de fond. Voilà, c'était un peu long, mais nous voilà arrivés au bout de cette petite présentation à l'attention des utilisateurs de Resolve. J'espère que cet aperçu vous sera utile. J'espère surtout qu'il vous a donné envie d'en savoir plus et envie de regarder nos autres vidéos qui sont disponibles sur le canal Vimeo d'Assimilate. Je vous remercie encore pour votre attention. Au revoir.